D'abord, la coordination dans la poursuite de buts humains. La rencontre d'une personne fournit à Schelling l'un de ces paradigmes. Supposez que nos fins à tous les deux s'en trouveront avancées si nous réussissons à nous rencontrer à Chicago et que l'endroit et l'heure de cette rencontre soient relativement peu importants pour chacun de nous. Si vous vous trouvez dans le musée des Beaux-Arts à midi et demi, le mieux pour moi est de me trouver devant le musée à midi et demi. Si au lieu de cela, vous vous trouvez derrière la statue de Picasso à l'hôtel de ville à midi, le mieux pour moi est d'être derrière la statue à midi. La même chose vaut pour vous par rapport à moi. Nous nous coordonnons si nous arrivons à être au même endroit à la même heure. Si c'est le cas, alors chacun de nous a agi au mieux pour lui-même, étant donné l'action de l'autre. Ici, des attentes coordonnées pourraient coordonner le comportement. Si je m'attends à ce que vous soyez devant le musée à midi et demi, alors je trouverai avantageux pour moi d'y être aussi. Si chacun de nous a une attente par rapport à l'autre, alors chacun trouvera avantageux de faire ce qui en fait comble les attentes de l'autre. Dans ce cas, il y a une quasi-coïncidence des intérêts, mais la coordination des attentes est importante même quand les intérêts sont opposés de manière substantielle. Prenez par exemple le marchandage sur les prix. L'acheteur veut acheter un bon marché, le vendeur vendre cher, mais il peut y avoir une zone de prix pour lesquelles chacun préfère conclure la vente à tel ou tel prix plutôt que de ne pas de vente du tout. Dans cette zone, l'acheteur insiste pour obtenir le plus bas prix qu'il pense pouvoir obtenir. Le vendeur insiste pour le plus haut. La vente aura lieu si les attentes sont coordonnées de manière convenable. Si le plus bas prix que l'acheteur pense pouvoir obtenir n'est pas inférieur au prix le plus haut que pense pouvoir obtenir le vendeur, ici encore la coordination des attentes se traduit par un profit mutuel. D'ailleurs, la coordination des attentes est importante, même pour des systèmes de menaces. Dans de nombreuses circonstances, une menace ne sera mise à exécution que si l'on ne l'a pas crue. Seulement si la personne menacée ne s'attendait pas à ce que la menace soit mise à exécution, si elle faisait ce qu'elle a fait. Mais dans un cas d'hostilité, la coordination des attentes peut se traduire par une retenue mutuelle. La coopération exige une coordination des attentes de deux façons au moins. Bien sûr, il doit y avoir coordination des attentes quant à la manière dont chacun va contribuer à un projet, sinon le projet rate. Toutefois, il doit y avoir en plus coordination des attentes quant à la manière dont les fruits de la coopération seront partagés. Par exemple, la chasse demande souvent une coopération et le produit de la chasse peut être divisé de plusieurs façons. De fait, les chasseurs échangent des profits et il faut qu'ils coordonnent leurs attentes quant au terme d'échange. Il est possible qu'un système de coopération soit mutuellement avantageux, au sens où tout le monde réussit mieux avec le système que ce ne serait le cas sans aucune coopération. Mais il est pourtant fort possible qu'il existe pour chaque personne un autre système de coopération mutuellement avantageux qui profiterait davantage à cette personne. Les théoriciens du jeu donnent aux situations similaires à celles dont je viens de parler le nom de problème de négociation. Plus précisément, un problème de négociation a les caractéristiques suivantes. Il y a un choix entre plusieurs systèmes de coopération ou de retenue mutuelle. Chacun d'eux est mutuellement profitable au sens où sa mise en application placerait toutes les personnes concernées dans une certaine position, que ce ne serait le cas sans coopération ni retenue. Mais il y a conflit d'intérêts pour choisir lequel de ces systèmes mutuellement profitables il convient de mettre en application. Pour chacun de ces systèmes, il en existe un autre qui place quelqu'un dans une meilleure position. Le problème de négociation a été formulé sous cette forme par Nash, 1951. Maintenant, revenons à la sélection naturelle. Dans mon propos sur la coordination et la négociation, j'ai parlé d'intérêt, de profit et d'avantage, et il fallait comprendre ces mots en termes de but humain et de préférence humaine, en termes, si je puis m'exprimer ainsi, de satisfaction de préférence. Cependant, nous pourrions remplacer satisfaction de préférence par ajustement biologique ou succès reproductif, et considérer les situations qui ont la même structure formelle que les problèmes de négociation chez l'homme. Une situation de négociation évolutionnaire est d'un type d'interaction récurrent entre des organismes où se vérifient les conditions suivantes. Premièrement, il y a des profits mutuels à gagner. Le mot profit devant maintenant se gloser en termes d'ajustement. Autrement dit, par comparaison avec une combinaison de comportements des organismes concernés, dite combinaison menacée. Il y en a d'autres qui résultent dans un plus grand ajustement pour tous. Une telle combinaison s'appellera combinaison d'amélioration mutuelle de l'ajustement. Deuxièmement, il existe un conflit d'intérêts sur la manière de diviser ces profits.
Autrement dit, pour toute combinaison d'amélioration mutuelle de l'ajustement, il existe un individu dont l'ajustement est davantage amélioré par une autre combinaison d'amélioration mutuelle de l'ajustement. Diverses situations de négociation évolutionnaire se trouvent analysées chez Maynard Smith. Driver a commencé à parler de réciprocité biologique. Les cas dont il traite ressemblent à des situations de négociation évolutionnaire au sens où il existe une combinaison de comportements qui améliorent mutuellement l'ajustement. De fait, décider des termes d'échange ne pose pas de problème. Axelrod et Hamilton 1981 appliquent la théorie de la réciprocité biologique à une vaste gamme de phénomènes biologiques. Répéter un nombre de fois indéfini le dilemme du prisonnier constitue bien une situation de négociation. On peut gagner à la coopération. Il y a différentes façons de produire et de répartir ses gains. Un des camps coopérera peut-être moins que l'autre, tout en aboutissant au résultat que les deux camps auront plus gagné que s'ils n'avaient pas coopéré du tout. Aussi longtemps que le partenaire ne prend pas de mesures de représailles, il obtient un peu plus que s'il était entièrement coopératif. Le partenaire obtient beaucoup moins que si tous les deux coopéraient entièrement, mais il obtient quand même davantage que si aucun des deux ne coopérait. Dans ce cas, pourtant, la négociation ne devrait pas poser de problème. Une entière coopération est simple et symétrique, et elle produit de loin le plus gros gain associé. Axelrod a longuement étudié la répétition du dilemme du prisonnier, 1984. Ici, je m'intéresserai aux situations de négociation évolutionnaire où les termes d'échange sont problématiques, ou autrement dit, se pose authentiquement le problème de la division des gains de la coopération. Les situations de négociation évolutionnaire sont récurrentes dans les annales de la sélection naturelle. Du point de vue de l'ajustement, avoir un accès exclusif à un territoire sans combattre l'emporte sur la situation où l'on cède tout accès sans combattre, mais cette situation l'emporte à son tour sur celle où l'on s'engage dans un combat à mort. Diverses combinaisons de comportements sont donc des combinaisons qui améliorent mutuellement l'ajustement, par comparaison avec la combinaison menacée, le combat, autrement dit. A jouit du territoire et B n'y entre pas. A et B partagent le territoire, ou enfin B jouit du territoire et A n'y entre pas. Toutefois, si l'on prend une paire quelconque de ces combinaisons, celle qui améliore davantage l'ajustement de A l'améliore moins pour B. Quels événements pouvons-nous attendre dans une situation de négociation évolutionnaire? Soit P, une combinaison de comportements qui améliorent mutuellement l'ajustement, et supposons que chaque animal soit génétiquement disposé à la stratégie de comportement suivante. Jouer son rôle dans P si les autres le font, et sinon se livrer à son comportement menacé. Alors la stratégie de chaque animal sera ce que Maynard Smith appelle une stratégie stable d'un point de vue évolutionnaire. En gros, une stratégie telle que si tous l'adoptent, alors cette stratégie améliore au moins autant l'ajustement pour chaque individu que toute autre stratégie facilement accessible par mutation. La notion de stratégie stable d'un point de vue évolutionnaire s'est avérée extrêmement importante. Elle a été utilisée pour la première fois dans Maynard Smith et Price, 1973. Pour ce qui est peut-être la meilleure présentation, Maynard Smith, 1976, Maynard Smith offre un traitement théorique détaillé de la notion, dans sa définition précise d'une stratégie stable d'un point de vue évolutionnaire. Il insère une stipulation sur la résistance à l'invasion par une mutation. Considérez à présent des êtres humains qui évoluent dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Nous pourrions nous attendre à ce qu'ils soient confrontés à une abondance de situations de négociation humaine concernant le secours mutuel, la propriété personnelle, les compagnons ou les compagnes, le territoire, l'usage, les abris. Les situations de négociation humaine tendent à être des situations évolutionnaires de négociation. Les buts des hommes tendent vers l'ajustement biologique, vers la reproduction. Bien sûr, ce qui compte n'est pas que le but unique d'une personne soit de maximiser sa reproduction. Il y a peu de gens, s'il y en a, qui aient cela comme but. L'important touche plutôt les propensions à développer des buts. Ont été sélectionnées les propensions qui conféraient le meilleur ajustement. Dans une société de chasseurs-cueilleurs, les gens tendaient donc à vouloir les diverses choses dont le fait de les vouloir améliorerait leur ajustement. Des conditions de vie primitives pour les hommes ont dû rendre nécessaire une coordination complexe, à la fois des types simples de coopération qu'implique par exemple la rencontre de deux personnes, et le type de coordination que demandent des problèmes de négociation pour produire des résultats mutuellement profitables. Des propensions bien coordonnées avec des propensions des autres auraient amélioré l'ajustement, et c'est ainsi que nous pouvons considérer comme des procédés de coordination un large éventail de propensions de l'homme. Je suggère que nos propensions émotionnelles sont en grande mesure le résultat de ces pressions de la sélection, et il en va de même de nos capacités normatives.
Considérez les émotions. J'ai surtout parlé jusqu'à présent de coordination d'attente et d'action, mais la coordination des émotions fera aussi partie du tableau. Prenez la culpabilité et le ressentiment. Si une personne éprouve du ressentiment de l'action d'une autre et que celle-ci n'éprouve pas un sentiment de culpabilité correspondant, on peut s'attendre à des ennuis. Éprouver de la culpabilité rend possible de reconnaître le mal qu'on a fait. Elle rend également possible des modes de réconciliation, tels que la restitution, la compensation, l'excuse et le pardon. On trouve chez Murphy, 1982, une bonne réflexion sur le ressentiment et les sentiments qui peuvent s'y mêler. Donc, nous réduisons nos chances de nous trouver dans un conflit coûteux si nous nous sentons coupables lorsque les autres exigent de la culpabilité et son train habituel, et si nous n'exigeons de la culpabilité et son train habituel que quand les autres sont prêts à se sentir coupables. Un individu tend donc à avoir avantage à coordonner son sentiment de culpabilité avec le ressentiment des autres, et son ressentiment avec le sentiment de culpabilité des autres. Bien sûr, ce ne sera pas la seule tendance régissant ces émotions, mais c'est une tendance qui pourrait bien expliquer de nombreux aspects des mécanismes de coordination importants et complexes d'un animal sociable complexe. On peut dire des choses similaires pour d'autres émotions. Prenez la gratitude. Si nous ne sommes pas reconnaissants quand on s'attend à ce que nous le soyons, et si donc on peut s'attendre à ce que nous le rendions l'appareil selon les termes considérés par autrui comme équitables, nous détruirons peut-être nos chances pour continuer à profiter des actions d'autrui. Sous-jacent à une bonne partie de la vie des hommes se trouvent des échanges non réglés qui s'effectuent par la coordination des attentes de gratitude et le bon vouloir qui naît normalement de la gratitude. Or, les êtres humains ont la capacité d'être guidés par des mots dans leurs actions et émotions. Cette capacité est au centre de notre composition psychique et elle doit avoir de nombreux rapports avec les pressions de la sélection qui ont mené à l'évolution de la capacité linguistique chez les êtres humains. Se laisser guider par le langage pourrait améliorer l'ajustement biologique d'un proto-humain en lui permettant de développer des plans d'action complexes ainsi qu'en l'amenant à coordonner ses émotions et ses actions avec celles de ses congénères. Comme je vais le suggérer, c'est en considérant le rôle du langage dans la coordination du comportement et des attentes que nous pouvons apercevoir ce que l'acceptation de normes a de particulier. L'intériorisation des normes. Qu'est-ce qu'être sous l'emprise d'une norme par opposition à l'accepter ? Il est probable que tout ce qui arrive quand je suis sous l'emprise d'une norme que je n'accepte pas arrive aussi la plupart du temps quand j'accepte une norme. Pensez à nouveau nos normes ordinaires de politesse et de volonté de coopération. Dans mes relations habituelles avec les gens, non seulement j'accepte ces normes comme ayant du poids, je les accepte comme ayant assez de poids pour l'emporter sur toute norme en opposition qui s'applique à ma situation. Normalement, je donne des renseignements aux gens quand ils me le demandent, même si je suis légèrement pressé, et je le fais non par faiblesse de la volonté, mais parce que j'accepte qu'il est censé d'aider des gens qui en ont besoin, car le prix en est faible. Dans ce pareil cas, nous ne dirions pas que je suis sous l'emprise de normes de politesse et de volonté de coopérer qui guident ma conduite, puisque je les accepte comme exerçant un contrôle raisonnable dans la situation. Toutefois, il se pourrait bien que ces normes doivent contrôler mon comportement, même si je ne les acceptais pas, ou si je ne les acceptais pas de leur donner le plus grand poids dans ma situation. À cet égard, mon état psychologique est comme l'état où l'on est sous l'emprise d'une norme. Nous avons donc besoin d'un terme pour désigner ce qu'ont de commun les situations dans lesquelles je suis sous l'emprise d'une norme et les situations dans lesquelles je n'accepte pas de norme en opposition, mais où je tendrai encore à être sous l'emprise de cette norme, quand bien même au total j'accepterai des normes en opposition. Je propose le terme incolore, un peu technique, d'intériorisation d'une norme. Peut-être ce terme n'est-il pas assez incolore. Les psychologues l'utilisent pour indiquer un contraste différent. Le contraste entre obéir à une norme ou tendre à lui obéir, par égard pour ce que penseront ou feront les autres, et tendre à lui obéir indépendamment des réactions des autres, ce que j'appelle intérioriser une norme, et accepter une norme compterait dans les deux cas pour une intériorisation du point de vue des psychologues. Comment devons-nous comprendre l'intériorisation d'une norme ? Nous partageons la capacité à intérioriser les normes avec d'autres mammifères, ceux qui vivent en groupe en particulier. Considérez les chiens, un chien délimite son territoire et aboie contre les autres chiens qui l'envahissent. Deux chiens qui se rencontrent sur terrain neutre se livreront à des rituels sophistiqués. Mon langage anthropomorphe suggère qu'il pourrait être ici en œuvre quelque chose d'apparenté à notre intériorisation de normes. Comme dans le cas des hommes, ces interactions d'animaux suivent certains modèles réguliers, et d'une certaine manière, ces modèles semblent avoir une raison d'être. Nous pouvons présumer qu'ils constituent des adaptations. Autrement dit, ils sont le résultat de la sélection naturelle favorable à ces modèles. Les pressions de la sélection consistent pour une large part à coordonner le comportement des animaux dans leur interaction.
Les modèles de comportement constituent ainsi des stratégies stables d'un point de vue évolutionnaire. Tout se passe comme si ces modèles de comportement intervenaient dans la vie des bêtes sociables. Comme le fruit d'un dessin, en ce sens particulier, les bêtes suivent des règles d'interaction sociale. Bien sûr, les animaux n'ont pas décidé de se conduire d'après ces règles et ne se critiquent pas réciproquement en cas de déviation. À cet égard, leur comportement est différent de certains aspects du comportement humain que nous qualifions de régis par les normes. Toutefois, la vie de l'homme aussi a sa part de tels comportements. De nombreux modèles de comportement humain ne sont pas formulés ni exigés explicitement, mais ils servent néanmoins à coordonner nos vies de diverses manières. Pensez à la distance de conversation. La plupart des gens sont sans opinion sur la distance de conversation convenable. Et pourtant, la distance de conversation indique dans un sens des degrés variables de familiarité et d'intimité. La distance de conversation contient un fort élément culturel. Bien que dans toute culture donnée, plus près signifie plus intime, les cultures diffèrent sur la distance appropriée pour tel type de relation. Cela deviendra parfois évident quand les gens de deux cultures différentes discutent debout, et que l'un ne cesse de s'avancer tandis que l'autre recule. Une culture a donc des normes de distance de conversation dans un certain sens du terme norme, même si les membres de cette culture n'en ont pas explicitement conscience et ne les reconnaissent pas explicitement. Les signes grâce auxquels les gens évitent de se rentrer dedans quand ils marchent sur un trottoir encombré constituent un autre bon exemple. À de nombreux égards, ces cas ressemblent à ceux où nous pouvons parler de normes et de rituels dans la vie des bêtes, et il est bien possible que les comportements concernés reposent sur des mécanismes psychiques similaires. Comme avec un rituel animal, nous avons ici des modèles de comportement sans règle explicite. Dans la mesure où ces comportements résultent de mécanismes innés, tout se passe comme celui qui les a façonnés était tombé sur une règle utile. Dans la mesure où il résulte aussi d'un dressage social, l'affaire est plus complexe, mais quand bien même il n'y a pas de conscience explicite d'une règle, il reste que ce qui se déroule ressemble beaucoup au fait de suivre une règle. Tout se passe comme si celui qui les a façonnés était tombé sur une règle utile. On ne donne pas normalement aux enfants d'instructions explicites au sujet de la distance de conversation, mais peut-être sont-ils informés génétiquement pour interpréter la proximité comme un signe d'intimité, et pour repérer les pratiques qui les accompagnent quand ils grandissent. Le résultat final est qu'ils suivent des règles complexes sans en être explicitement conscients. Donc, au sens limité où diverses bêtes ont des normes, nous en avons aussi. D'un point de vue précis, les règles sont le fait de celui qui regarde. Ni la bête ni l'homme ne peuvent les énoncer, mais elles peuvent être formulées au prix d'une ingéniosité et d'un effort considérable par un observateur sophistiqué. D'un autre point de vue, les règles sont réellement présentes dans l'acteur. Si elles n'étaient pas représentées à l'intérieur d'une manière ou d'une autre, on se demande bien comment ces modèles de comportement pourraient être maintenus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons bien vouloir dire ici par norme ? Je suggère que par la norme proprement dite, nous devrions vouloir dire simplement une prescription ou un impératif qui donne la règle que pourrait formuler un observateur sophistiqué. L'impératif est la formulation d'un modèle qui contrôle effectivement le comportement de l'organisme. Si une norme est simplement un impératif, la vraie question psychologique est de savoir ce que c'est que de l'intérioriser. Une norme prescrit un modèle de comportement, et ce que je veux dire, c'est qu'intérioriser une norme, c'est avoir une tendance motivationnelle d'un type particulier à agir selon ce modèle. Ce type particulier de tendance motivationnelle, motivational tendency, est celui que j'ai essayé de repérer, en partie par l'exemple et en partie en s'offrant une théorie de ce qui unit les exemples. Ce qui unit les exemples, c'est une finalité de coordination. Les tendances à agir selon le modèle ou les propensions à acquérir ces tendances lorsque l'on grandit en étant exposé à ce modèle constituent des adaptations biologiques pour la coordination. J'espère en disant cela avoir repéré un type naturel de tendance motivationnelle. Si c'est vrai, je puis dire alors que dans le cas où la norme N prescrit un certain modèle B de comportement, un organisme intériorise N si et seulement si la tendance motivationnelle du type déjà repéré à agir selon le modèle B. Je viens parler de l'action, mais on pourrait dire des choses similaires de l'émotion. Les émotions qui sont socialement significatives tendent à être coordonnées. Les émotions coordonnent l'action, et ainsi la sélection naturelle œuvrera pour coordonner les émotions. Donc ici, un observateur sophistiqué peut formuler des modèles auxquels diverses tendances émotionnelles sont adaptées à se conformer. Lorsque les émotions d'une personne tendent à suivre un modèle de cette manière,
nous pouvons dire que la personne intériorise la norme qui prescrit ce modèle. Intérioriser une norme implique des tendances à l'action et à l'émotion, tendances coordonnées avec les tendances d'autres personnes, selon des manières qui constituent des adaptations correspondantes, ou qui sont le résultat d'adaptations correspondantes. Nous avons en commun avec d'autres animaux la capacité à intérioriser des normes, bien que la complexité supérieure de la vie sociale de l'homme signifie peut-être bien que nos capacités à intérioriser les normes sont plus raffinées que celles de tous les autres animaux. L'acceptation de normes. Précédemment, j'ai opposé intériorisation d'une norme et acceptation d'une norme, mais jusqu'à présent, je n'ai spéculé que sur l'intériorisation. C'est l'acceptation qui m'intéresse le plus. Rappelez-vous, dans l'expérience de Bill Graham, le sujet accepte des normes interdisant d'infliger de la douleur et du danger, et les accepte comme l'emportant sur toutes les autres normes dans cette circonstance. Ces normes prévalent dans ce qu'il dirait et penserait loin du lieu de l'expérience. Toutefois, les normes qu'il intériorise le plus fortement disent de faire son travail aussi, sont-ce les normes qui prévalent dans le feu de la confrontation sociale. Alors, qu'est-ce qu'accepter une norme? Pour comprendre l'acceptation, nous devrions faire attention au langage. Pensez au rapport du langage avec la motivation, à part le simple fait de nous faire prendre conscience des états de choses auxquels nous faisons face. Quoique la fonction la plus évidente du langage soit de véhiculer de l'information, une grande partie du langage est plus que simplement informatif. On utilise le langage pour exhorter, critiquer et susciter des émotions. Le récit possède une fascination qui ne disparaît pas si on pense que le conte est de la fiction. Une des façons dont le langage influence les actions et les émotions, c'est qu'il permet aux gens de penser ensemble à des situations absentes. Avec le langage, les gens partagent non seulement leur situation immédiate, mais également des situations passées à venir et hypothétiques. On peut alors exprimer divers types de réactions de diverses manières. On peut partager des réactions émotionnelles en se contentant de les manifester. On peut utiliser un langage particulier pour exprimer des décisions hypothétiques, des décisions sur ce qu'il faut faire à la place de quelqu'un qui est dans la situation discutée. On peut utiliser des mots chargés d'émotions pour désigner des actions et des personnages. On peut formuler des préceptes explicites. Le langage autorise, avec un nombre de procédures particulièrement riches, l'évaluation commune de situations absentes. C'est ouvrir un vaste champ nouveau à la coordination, et ainsi la capacité à l'évaluation commune améliorerait l'ajustement dans le cas d'une espèce dotée d'une vie sociale complexe. Ceux qui savent élaborer ensemble des réactions à une situation absente, quoi faire, quoi sentir, sont prêts pour des situations similaires. Ils sont mieux préparés qu'ils ne le seraient autrement à faire, ce qui est avantageux dans une situation nouvelle. Et ils peuvent s'appuyer sur des structures complexes de coordination interpersonnelle. Pour des motifs évolutionnaires généraux, nous pourrions donc nous attendre à voir l'évaluation commune figurer dans une position centrale dans une vie sociale complexe, et c'est le cas dans la vie de l'homme. Une bonne partie de notre parole encourage les réactions communes à des circonstances absentes. Pensez à la fascination familière de l'homme pour les histoires. Pensez combien les conversations que nous surprenons sur le trottoir, dans l'autobus, etc., consistent à raconter des événements problématiques tels que des confrontations personnelles dans le but apparent de susciter des réactions. Pensez au commérage. Savigny et Silver, 1982, chapitre 5, plaidoyer pour le commérage. L'évaluation commune est centrale dans la vie de l'homme, et je suggère que c'est parce qu'elle remplit des fonctions biologiques de répétition et de coordination. Si l'élaboration en communauté de solutions, nous disant quoi faire, quoi penser et quelles sensations éprouver dans des situations absentes, à ces fonctions biologiques, elle doit avoir probablement une influence sur ce que nous faisons. Pensons et ressentons lorsque nous nous trouvons confrontés à des situations similaires. J'appellerai cette influence la régie normative. C'est dans cette régie de l'action, de l'opinion et de l'émotion que nous pourrions trouver leur place au phénomène qui constitue l'acceptation de normes par opposition à leur pure intériorisation. Lorsque nous élaborons quoi faire, quoi penser, quoi sentir à distance en communauté dans une situation dont nous sommes en train de discuter, nous en venons à accepter des normes pour la situation. Telle est l'hypothèse que je veux développer et j'appellerai la discussion impliquée discussion normative. Voici donc brièvement la proposition. Une discussion normative pourrait coordonner des actes et des sentiments pourvu que deux choses soient valides. Premièrement, la discussion normative tend au consensus. Je proposerai qu'ici les mécanismes sont au nombre de deux, influence mutuelle et susceptibilité à des exigences de cohérence. Deuxièmement, le consensus doit inciter les gens à agir ou sentir en conséquence. C'est là qu'intervient la régie normative.
Nous évaluons en communauté, mais une partie de ce qui se déroule est individuelle. Souvent, les groupes arrivent à un consensus, mais parfois non. Même quand ils y arrivent, il est possible que le consensus émerge de prise de position de la part des individus qui ensuite, dans une certaine mesure, se persuadent mutuellement. L'acceptation de normes est liée non seulement à un consensus émergent d'une discussion normative, mais à des prises de position individuelles. J'appellerai cette prise de position normative une reconnaissance normative. Ici, par le mot reconnaissance, à Google, je comprends tout un travail d'expression qui pourrait passer à nos yeux pour prise de position dans une discussion normative. Dans la discussion d'état de choses absents, le type le plus simple pourrait consister à manifester une émotion envers la situation absente. Il y a d'autres types de reconnaissance plus explicites. Il nous est possible d'exprimer par des mots une décision hypothétique ou de désigner une action par des mots qui sont chargés émotionnellement. Pour comprendre l'acceptation de normes, il nous faut faire attention à une telle reconnaissance, du type d'où le consensus peut émerger et qui peut perdurer même là où on ne s'approche pas d'un consensus. Quel lien entre la reconnaissance et l'acceptation? En première approximation, nous pourrions dire qu'accepter une norme, c'est être prêt à le reconnaître dans une discussion normative. Toutefois, cela ne peut pas être entièrement exact. Être prêt à reconnaître quelque chose, ce n'est pas toujours l'accepter. Parfois, les gens reconnaissent des normes mensongèrement. Il nous faut donc développer une explication de l'acceptation des normes qui lie l'acceptation à l'aveu dans une discussion normative tout en faisant place également à une reconnaissance mensongère. Si nous procédions normalement, il nous faudrait parler d'acceptation pour expliquer la sincérité. Une reconnaissance sincère reconnaît simplement ce que l'on accepte authentiquement, et c'est là l'explication de la sincérité. Alors, on ne peut se servir de la sincérité pour expliquer l'acceptation. Mais cet ordre d'explication devrait être suspect. La sincérité elle-même est problématique. C'est vrai, nous faisons une distinction tranchée entre la reconnaissance honnête et la contrefaçon malhonnête d'une opinion commode. Nous célébrons les martyrs qui ont proclamé leurs convictions alors qu'ils avaient fort à perdre en se faisant. Mais souvent, une personne ne connaîtra pas son opinion véritable, ce qui ne l'empêchera pas de reconnaître quelque chose. Si nous savions ce qu'est l'acceptation, nous pourrions expliquer que la sincérité, c'est reconnaître ce que nous acceptons, mais la sincérité aussi, bien que l'acceptation, sont problématiques.